Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à venir me voir pendant la pause déj. Je m'appelle Anis Chabani, je travaille chez Scaleway, qui est un cloud provider français du groupe Iliad. Je suis coach agile technique et aujourd'hui je vais vous parler de TDD et plus précisément d'un article récent de Kent Beck qui s'appelle Canon TDD. Donc je fais moi-même du TDD depuis 18 ans maintenant et j'accompagne les développeurs à faire du TDD depuis plusieurs années déjà. Donc, commençons par un petit historique. Donc, TDD, ça a vu le jour en 2002, donc, par Kent Beck, justement, qui est le papa du TDD, donc, qui a créé un livre qui s'appelle Test Driven Development by Example. Et donc, dans une interview, il dit lui-même qu'il a redécouvert TDD, où il a trouvé les premières bases dans un vieux livre de programmation. TDD est souvent présenté sous forme de ce qu'on appelle le mantra Red, Green, Refacto. Donc on commence par écrire un test, un petit test qui ne fonctionne pas. Souvent, il ne compile pas parce que le code derrière n'est pas écrit. Ensuite, on le fait passer de la façon la plus rapide possible. Et finalement, on va faire une passe de Refacto pour éliminer la duplication de code, pour améliorer le design du code également. Depuis que ça a apparu, plusieurs études ont vu le jour, ont été faites sur le TDD. Par exemple, l'une des plus célèbres, c'est celle qui a été faite sur des produits IBM et Microsoft en 2008, où on peut voir deux effets du TDD. Quand leurs équipes sont passées à TDD, donc on voit que le temps pour écrire du code a augmenté entre 15 et 35% généralement. Mais le plus important, c'est que les défects en prod, donc on voit que le pourcentage de défects en prod a baissé drastiquement. Par exemple, pour Microsoft Visual Studio, ils ont gagné 90% de moins de défects en prod. Donc vous pouvez voir cette étude en scannant le QR code qui s'affiche. Pourtant, moi qui accompagne beaucoup de gens à faire du TDD, qui fait des formations sur TDD, etc. Donc j'ai beaucoup de gens qui critiquent le TDD, qui me disent bon, ok, le TDD, c'est une pratique connue, mais moi pour l'avoir testé, ça ne marche pas. Ou alors ça marche bien sur des katas quand tu nous fais une petite formation, oui, ça marche bien, mais dans mon contexte réel, ça ne marche pas. Ou mon contexte est trop particulier, il est trop complexe pour que le TDD ça fonctionne bien. Et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce type de critique, puisque Kent Beck lui-même sort un article en décembre 2023 qu'il a appelé Canon TDD. Donc Canon TDD, c'est pour dire que c'est comment faire du TDD de façon canonique ou de façon standard. Donc ce n'est pas une nouvelle façon de faire du TDD, justement. Et il dit au début de son article que c'est sa réponse justement aux gens qui disent TDD, ça ne marche pas parce que, et ils décrivent quelque chose qui n'est pas TDD en réalité. Donc il dit, si vous voulez critiquer quelque chose, assurez-vous que vous critiquez déjà la bonne idée, la bonne façon de faire. Vous pouvez retrouver l'article de Kent Beck en scannant ce QR code aussi. Et donc, il présente dans son article TDD de façon canonique, sous forme toujours d'un workflow. Donc, il présente le TDD comme étant un workflow toujours. Donc, le workflow suivant, donc, il dit première étape, c'est de rédiger une liste de scénarios de test que vous souhaitez couvrir. Première étape. Donc ensuite, il passe dans une boucle Red, Green, Refactor assez classique, jusqu'à ce que la liste des tests que vous avez rédigés, de scénarios de tests que vous avez rédigés au début, soit vide. Donc ça, c'est le workflow TDD, tel que le présente Kent Beck en fin 2023. Et donc, il dit que si vous ne critiquez pas ce workflow, vous êtes en train de critiquer un bonhomme de paille. Dans la suite de cette présentation, donc on va voir un peu plus en détail le workflow Canon TDD, mais aussi, surtout, on va voir des astuces et des erreurs dont nous parle Kent Beck, qui, selon lui, font aussi que les gens abandonnent le TDD ou vont critiquer TDD. Donc c'est ce qui va être le plus important. Première étape de notre workflow, c'est d'écrire une liste de scénarios de test. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'on veut écrire? Donc on va essayer d'écrire toutes les variantes attendues dans le nouveau comportement qu'on veut rajouter. Donc il s'agit d'une analyse comportementale. C'est aussi la façon dont le changement de comportement ne devrait pas briser le comportement existant. Donc le mot qui se répète ici tout le temps, c'est le mot comportement. Donc généralement, ce qu'on veut coder, c'est un nouveau comportement. Généralement, on arrive avec un découpage assez fin. On va rajouter un comportement à la fois qui ne devrait pas prendre plus de quelques jours, voire quelques heures pour coder ce nouveau comportement. Et donc, Kent Beck nous dit qu'apparemment, on lui dit souvent que cette étape est négligée dans son livre. Il n'en a pas parlé.
Il est vrai que moi-même, je n'en faisais pas, je n'ai jamais fait attention à cette étape. Pourtant, cette liste de scénarios tests, je l'ai toujours en tête. Quand je commence à faire du TDD, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux implémenter. Donc j'ai cette liste de scénarios tests déjà en tête, et je commence directement à faire la boucle red, green, refacto. Depuis que j'ai lu cet article, donc, je suis revenu vers le livre TDD, le Test Driven Development by Example, mais justement, il en parle en fait, et l'idée principale de cette étape, c'est d'économiser de la charge mentale. Au lieu de l'avoir en tête et d'essayer d'écrire les tests au fur et à mesure, ça serait bien de prendre un peu de temps, pas longtemps, mais voilà, un petit quart d'heure, pour écrire tous les tests qui nous viennent en tête, tous les scénarios de tests qui nous viennent en tête au début, avant de commencer notre boucle red, green, refacto. Première erreur, donc quand on écrit cette liste, on a tendance à vouloir déjà réfléchir à comment on va les implémenter, donc prendre des décisions d'implémentation. Retenez-vous, n'essayez pas de réfléchir à comment le faire, parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps, vous allez perdre de la charge mentale, etc. C'est pas le but, vraiment retenez-vous, donc pensez juste à ce que vous voulez implémenter et non pas à la façon dont vous allez l'implémenter. Donc deuxième étape du workflow, donc c'est écrire un test, ou l'étape RED, avec bien sûr, comme on sait écrire bien les tests, on va faire les parties arrange, act et assert. Quelques astuces, commencez toujours par la partie assert, parce que c'est le but de notre test. À partir de là, le reste va émerger tout seul, ça va être assez rapide. Quand on écrit un test, quand on code un test, donc il s'agit avant tout de décisions d'interface. Pareil, on ne va pas penser à l'implémentation, à comment on va l'implémenter, mais on va prendre des décisions de comment on va appeler notre code. Certaines décisions d'implémentation vont être prises, surtout quand on débute en TDD. Donc Kent Beck nous dit que c'est avec l'expérience qu'on va être capable d'éviter justement de prendre ces décisions d'implémentation trop tôt. Erreur, je passe très vite, qu'il y a des gens qui n'écrivent pas d'assertion juste pour avoir de la couverture de code. C'est mal, ne le faites pas. Deuxième erreur plus importante, il y a des gens qui vont se dire « Ok, j'ai déjà rédigé une liste de scénarios de test, je vais d'abord commencer par les coder, je vais écrire mon code pour tous les tests, et ensuite je vais essayer de les faire passer test par test. » C'est une grosse erreur parce que justement c'est une approche itérative et incrémentale. En fait, à chaque fois qu'on va écrire un nouveau test, on va peut-être revoir tous les tests précédents ou quelques tests précédents, on va peut-être les réécrire, on va peut-être les remplacer par autre chose. Si jamais vous commencez par écrire le code pour tous vos tests et que vous commencez par essayer de les faire passer un par un, et que vous vous rendez compte qu'il va falloir refaire tous les tests que vous venez d'écrire, c'est très frustrant. Donc ne le faites pas, faites plutôt test par test. Très important, je pense que pour moi c'est le plus important à avoir en tête quand on fait du TDD, c'est le choix du prochain test ou le choix de l'ordre dans lequel on va implémenter nos tests ou écrire nos tests. C'est une compétence en fait qui vient avec l'expérience. Il n'y a pas de façon miracle de l'apprendre quand on débute en TDD, donc vraiment ça vient avec l'expérience et cet ordre dans lequel on va implémenter les tests, c'est ce qui va avoir un impact très fort sur notre expérience de programmation déjà, et aussi sur le résultat final. Donc troisième étape, c'est de faire passer les tests de la façon la plus simple possible. Donc à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque peut-être des tests, ajoutez-les, mais peut-être qu'il y a des tests que vous avez déjà écrits, donc un ou deux tests avant, que vous allez devoir réécrire, refaire, ou peut-être corriger pour les faire passer assez vite. Il y a deux choix possibles, soit on insiste pour essayer de faire passer les tests qui échouent suite au nouveau code qu'on vient d'écrire, donc les anciens tests qu'on avait déjà fait passer, ou alors on décide de les abandonner, de les réécrire, peut-être dans un ordre différent. Kent Beck nous dit que c'est la deuxième possibilité qui est la meilleure. N'essayez pas de perdre beaucoup de temps à faire passer des tests qui échouent, réécrivez-les, et souvent dans un autre ordre qui serait plus logique. Au passage, vous allez gagner en expérience justement sur le choix de l'ordre dans lequel vous écrivez vos tests. Donc, une autre erreur ici, toujours, on supprime les assertions quand nos tests ne passent pas, pour dire, bon, ok, je vais revenir après pour corriger les tests. Pour l'instant, je veux que ça soit vert. C'est mal, ne le faites pas. Une autre erreur très fréquente, c'est d'essayer de faire du refactoring au même temps que quand on fait passer le test. Donc, TDD, c'est avant tout une démarche pour gagner de la charge mentale.
Donc on veut faire les choses simplement, ça simplifie les choses. Le fait de séparer, de respecter chaque étape, donc faire passer le test très vite et ensuite faire une étape de refacto, donc c'est très important, votre cerveau vous remerciera de respecter ces étapes. Finalement, donc l'étape refacto, très important, il y a des gens qui essayent de faire du refacto systématiquement à chaque étape. C'est pas une bonne idée. S'il n'y a rien à refacto, il n'y a rien à refacto. Ne forcez pas, ne passez pas beaucoup de temps dessus. Quand on fait du refacto, c'est le moment aussi de prendre des décisions d'implémentation, de faire émerger le design, d'améliorer le design, de faire les bonnes abstractions. Une erreur quand on fait du refacto, c'est d'essayer de faire du refacto plus que nécessaire, de passer beaucoup de temps là-dessus. On arrive souvent à des usines à gaz et à des choses qu'on va devoir refaire plus tard et de la frustration du coup de devoir tout refaire. On voudrait souvent aussi faire des abstractions trop tôt, surtout quand on a de la duplication de code. La duplication de code, c'est un smell, ce n'est pas une erreur en soi. Donc des fois, c'est trop tôt d'essayer d'enlever toutes les duplications en essayant de trouver des abstractions qui ne sont pas forcément les bonnes. Encore une fois, ça peut être assez frustrant. Voilà, donc après on va boucler à partir de l'étape écrire un test, jusqu'à ce que notre peur concernant le comportement qu'on veut implémenter se transforme en ennui, c'est-à-dire on n'a plus de tests à implémenter, ou alors les nouveaux tests qu'on est en train d'implémenter ne nous apportent rien de nouveau pour le comportement. Donc à ce moment-là, on sait qu'il faut qu'on s'arrête, on a fini d'implémenter notre comportement. Donc tout ça, vous pouvez le voir dans l'article de Kent Beck sous forme de schéma, donc le workflow avec les erreurs qu'on vient de voir. Un petit takeaway avant de partir, donc avant de finir. Donc la liste des tests, comme on l'a dit, elle permet d'économiser de la charge mentale, surtout. Il ne faut surtout pas arrêter, il ne faut surtout pas essayer de refacto à chaque fois. Parfois c'est optionnel, parfois respecter l'IAGNI, parfois il n'y a pas besoin de refacto. Bien choisir l'ordre des tests, donc ça c'est la compétence la plus importante à acquérir quand on fait du TDD. Donc le choix de l'ordre des tests va avoir beaucoup d'impact sur votre expérience de programmation et aussi sur le design de votre code final. Donc ça vient avec l'expérience, n'abandonnez pas, n'allez pas trop vite et persévérez surtout. Donc voilà une petite présentation de l'article de Kent Beck. Merci d'avoir suivi. Et il nous reste à peu près 2 minutes si vous avez des questions. Oui, je ne sais pas si vous pouvez avoir le micro, sinon je vais répéter la question. Il y a le micro juste là. Sur l'étape 1, écrire la liste des scénarios. Est-ce que vous pensez que la liste des scénarios soit avec le code? Vous avez fait une blanquette de documentation à l'extérieur? Donc la question c'est est-ce que la liste de scénarios, où est-ce qu'il faut l'écrire en gros? Est-ce que c'est dans le code ou ailleurs? Il n'y a pas une bonne façon de faire, l'important c'est de l'écrire et en fait le plus important c'est de ne pas avoir beaucoup de tests. Si vous avez beaucoup de tests, c'est que vous n'avez pas fait le bon découpage, c'est que le comportement que vous essayez d'implémenter est trop gros, qu'il faut découper plus finement. Souvent ça peut être sous forme de commentaires, donc au début de notre fichier test, c'est très bien, ou alors du gribouillage sur un bout de papier, ça marche aussi bien. C'est une étape, c'est un truc qui est jetable. Donc une fois qu'on a implémenté le test, on n'en a plus besoin. C'est une démarche de réflexion avant de commencer à écrire nos tests, tout simplement. Donc c'est un outil de plus. Merci. Il nous reste encore 1 minute. Peut-être une dernière question. Oui, vas-y. Je vais prendre le micro. Oui, oui, merci. Il y a un moment où tu dis une bonne astuce, c'est d'écrire d'abord l'assertion avant le début. Dans la pratique, comment ça se représente? Parce que, moi, de ce que je vois, pour écrire mon assertion, j'ai besoin de ma variable qui a fini de tester la fonction, de passer par la fonction que je teste, du coup. Tout à fait. En fait, l'étape RAID du test, généralement, le test, il fail. Donc on dit que le test, il fail. C'est même obligatoire. Le test, il fail, ça veut dire aussi que le test, peut-être, il ne compile pas. Le code qu'on vient d'écrire pour tester, il ne compile pas. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas essayer de le faire compiler avant d'écrire le test. Du coup, on va écrire l'assertion. L'assertion, ça va nous donner... donc l'idée, c'est en fait la façon dont qu'est-ce qu'on veut tester. Donc c'est ça le plus important. Ça ne va pas compiler.
Et c'est normal, c'est l'étape RAID, souvent c'est du code qui ne compile pas. Donc on peut commencer par écrire qu'est-ce qu'on veut tester et puis revenir aux parties arrange et act pour appeler l'interface qu'on voudrait écrire, implémenter par la suite. Voilà. Merci beaucoup, il nous reste quelques secondes, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.